vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au mois de novembre pour ceux et celles, bien sûr, qui écoutaient l'émission dès sa mise en ligne. Ce qui se fait dans la nuit du jeudi au vendredi. Et là, nous sommes vendredi, le 5 novembre. Premier petit message, n'oubliez pas de changer l'heure. Dimanche le 7, on revient à l'heure normale, c'est-à-dire qu'on va reculer l'heure. À 2 heures du matin, il va être 1 heure et on gagne ainsi 1 heure de sommeil pour compenser l'heure qu'on perd au mois de mars. Mais enfin, là, pour le moment, on s'en va à l'heure normale, mais ça veut dire aussi qu'il va faire noir plus tôt le soir. Ça fait qu'on ne peut pas tout avoir non plus. Deuxième petit message, on éprouve là, à l'heure actuelle des petits problèmes avec le site Internet. Ceux qui écoutent les émissions à partir du site, ça fonctionne jusqu'à l'émission 170. Malheureusement, là, pour le moment, on est dans l'impossibilité d'ajouter les émissions. Ça devrait se régler très bientôt si jamais ce n'est pas encore fait. Sinon, bien sûr, il existe d'autres façons d'écouter les émissions parce que les émissions sortent quand même sur les autres plateformes. Ceux qui ont iTunes, bien les émissions, le balado Connaissez-vous est disponible sur iTunes et ceux qui utilisent aussi, pour ne pas le nommer, le Victor Stream, ben c'est possible de trouver les balados. Si vous vous connectez avec votre Victor, c'est possible de chercher Martin Chouinard ou Connaissez-vous, mais en tout cas, je sais qu'avec Martin Chouinard, ça fonctionne. Puis vous pouvez vous abonner à la chaîne de podcast Connaissez-vous, puis accéder aux émissions à chaque semaine. Pour ceux qui sont un peu plus aventuriers, là, il y a plusieurs autres plateformes sur laquelle est Connaissez-vous. Là, il y a entre autres, je crois, Balado Québec. Je vous dis ça sous toute réserve. Là, on est à plusieurs places. Donc, c'est possible de chercher les émissions à partir de d'autres plateformes, là, l'émission 171, 172 là, est suivante. Mais éventuellement, en tout cas, on l'espère, le problème du site Internet va se régler. D'une façon ou d'une autre. Alors voilà. Vous vous souvenez, au mois d'octobre, je vous ai dit que je partais en vacances et je vous avais dit qu'en novembre, je vous en parlerais. Eh bien, je vais commencer à vous en parler aujourd'hui parce que il s'est passé des choses très intéressantes pendant cette courte semaine de vacances. Tout d'abord, la première chose que j'ai faite, le 1er octobre, moi j'avais pris le vendredi 1er octobre en congé ainsi que toute la semaine suivante jusqu'au lendemain de l'Action de grâce, jusqu'au 12 octobre. Eh bien, le 1er octobre, j'ai acheté mes billets pour aller voir ma chanteuse préférée. La plupart des gens, vous savez sûrement c'est qui. Il s'agit de Mylène Farmer. Et Mylène va faire une tournée possiblement d'adieu en 2023. Et je vais aller la voir en 2023 pendant cette tournée. Et vous savez sûrement aussi que je suis allé la voir, Mylène, 2 fois à Paris. Et je m'étais dit que si je retournais la voir une 3e fois, ça ne serait plus
à Paris, parce que Paris, je l'ai vu 2 fois quand même, là, pas dans son entièreté, c'est bien sûr, mais je l'ai quand même vu 2 fois et je veux voir autre chose. Et j'avais comme 2 choix là, qui m'intéressaient particulièrement dans les dates de la tournée. C'était soit la Suisse ou la Belgique. Et j'ai choisi pour cette fois-ci la Belgique. Donc, en 2023, je vais me diriger vers là-bas si bien sûr, Madame la pandémie nous le permet. Mais on va le souhaiter très, très fort. Et ça m'a donné une idée, c'est que dans les prochaines semaines, je vais vous parler de Mylène parce que c'est ma chanteuse préférée. Il n'y a pas tant de gens qui la connaissent et il y en a qui la connaissent mal, je dirais. Alors, dans quelques semaines, je vais vous faire une courte biographie de Mylène et ceux qui auront envie de la connaître, ben, vous saurez un peu plus peut-être par où commencer et je vais vous donner bien sûr aussi mes coups de cœur secrets la concernant. Alors voilà. Donc j'ai commencé ma semaine parce que là, c'est ça, la billetterie s'ouvrait en France à 10 heures du matin, mais ceux qui savent calculer le décalage horaire, nous, au Québec, il était 4 heures du matin. Alors, pour mon début de vacances, là, je me suis levé très tôt pour aller me mettre en ligne pour avoir mes billets, ce qui s'est très bien passé. J'ai réussi à les acheter moi-même, tout seul, et confirmer ma transaction et recevoir aussi la confirmation par courriel de l'achat de mes billets. Alors ça s'est très bien fait. Ensuite de ça, je me suis dirigé à Québec en train. C'était la première fois que j'utilisais les services de Via Rail. Comment j'ai trouvé ça, le train? J'ai trouvé ça très intéressant, très agréable. Ce ne sera pas la dernière fois que j'utilise ce moyen de transport. J'ai trouvé ça très relaxant. On avait le service à notre siège pour manger et boire. J'ai utilisé aussi la classe affaires et la classe économique. Je suis parti en classe affaires et je suis revenu en classe économique. Et je vous dirais que, bon, bien sûr, la classe affaires, c'est un peu un luxe, là. On a un repas chaud d'inclus, on a de l'alcool d'inclus, on a des sièges un peu plus grands, un peu plus confortables. Mais est-ce que ça vaut la peine de payer beaucoup plus pour ça? Ça, c'est une question personnelle. Mais moi, je ne regrette pas, en tout cas, puis je peux pas dire que je vais toujours le faire en classe économique, mais enfin, là, j'ai essayé les deux, donc en connaissance de cause, là, je vous dirais que ça va dépendre. Mais je suis revenu en classe économique et c'est pas plus mal, là, parce que quand on est non-voyant, de toute façon, on demande l'assistance, puis l'assistance, bien, on l'a que ce soit en classe affaires ou en classe économique. Alors voilà pour ce qui est de ça. Ensuite de ça, vous saviez sûrement aussi, je pense vous l'avoir dit, que on s'est fait une soirée, un après-midi, puis une soirée de poker, et on a soupé tous ensemble à 2 reprises. On n'a pas fait le poker à 2 reprises, mais en tout cas, on s'est vu à 2 reprises, là, des amis que je m'étais fait surtout de façon virtuelle. Il y en avait 2 sur les 4 là, que j'ai rencontrés, que j'avais déjà croisés au moins une fois, et il y en avait 2 que j'avais connus virtuellement seulement.
on s'est trouvé un endroit et un moyen de se rencontrer et ça a été vraiment bien, je dirais. C'est possible de se connaître, de faire des connaissances à distance et de transformer ça en présentiel, évidemment, quand la distance nous le permet et quand Madame la pandémie aussi resserre un peu ses griffes. Ça fait que, voilà. La semaine prochaine, je vais vous parler d'un endroit que j'ai visité à Québec aussi, qui est très intéressant et agréable pour les connaisseurs de gin. Je vais vous donner ça comme indice, mais pour les connaisseurs de gin qui ont le goût d'apprendre comment ça se fait, le gin, et qui ont un petit côté aventurier, je vais dire ça comme ça. Mais on s'en reparle la semaine prochaine pour la partie 2 de mes vacances du mois d'octobre. Et éventuellement, mais avant Noël, je vous promets une petite biographie Mylène Farmer avec discographie et filmographie et tout et tout. Alors, mon invité de cette semaine maintenant, une dame très sympathique et très dynamique qui a accepté avec beaucoup d'entrain de participer à Connaissez-vous et qui se replonge dans ses souvenirs, mais aussi nous explique de quelle façon elle a voulu se rendre utile pour la communauté des personnes non-voyantes. Cette semaine, on parle avec Lynn Robichaud. Encore une fois, cette semaine, on s'entretient avec quelqu'un que j'ai l'impression que, même si on ne se connaît pas beaucoup, on s'est parlé quelques fois pour préparer l'entrevue, puis j'ai l'impression que on a plusieurs points en commun, puis que ça va être une entrevue sympathique. Alors, je vous présente tout de suite mon invitée. Elle s'appelle Lynn Robichaud. Tout d'abord, bonjour Lynn. Bonjour Martin. Bonjour et merci d'accepter de participer parce que, comme je le disais, oui, en se parlant, on se rend compte que, tu sais, bon, forcément, on a des points en commun, c'est bien sûr, mais moi, ça faisait un petit bout de temps que je cherchais la dame qui assistait aux assemblées générales du RAC avec les autres personnes de Québec, puis j'arrivais pas à trouver c'est qui, et j'ai fini par trouver que c'était toi. Alors, moi, c'est de là que je t'avais entendu des fois parler et te manifester dans les assemblées générales. Alors, ça a commencé comme ça. Mais avant d'en arriver au RAC, j'aimerais ça qu'on commence par le tout début, que tu nous dises un peu vers quelle année tu es né et à quel endroit. Ben moi, je suis née à Port-Cartier, sur la Côte-Nord, à environ 80 km de cette île, okay. À l'ouest de cette île, dans le fond. Je sais pas, il y en a, les plus vieux sont peut-être plus familiers en mille, là, c'est environ à 40-45 000 de là, en allant vers l'ouest, là. Autrement dit, moi, je reste entre Bécomo et cette île, mais plus près de cette île que de Bécomo. OK. Mais c'est quand même pas, comme on dit, la porte d'à côté. Non, en effet. Puis moi, ce qui est particulier, c'est que moi, je suis un bébé prématuré. OK. C'est-à-dire que j'étais planifiée pour le 2 juin et je suis arrivée le 12 mars. OK. À 3 heures du matin. OK. C'est ça, ma mère s'est aperçue qu'elle avait des contractions puis qu'il se passait de quoi de pas normal, fait qu'elle est allée à l'hôpital. C'était pas mal d'avance, là. T'étais quasiment supposé être à l'été puis t'es arrivé en plein hiver. Ben,
Ben oui, puis je me plais à dire que franchement, j'aurais pu me forcer là, pour naître un peu plus tard. Au moins, on aurait été les deux pieds sur l'asphalte, là, mais ça... D'ailleurs, le jour de mon anniversaire, on sait jamais trop. J'ai droit à toutes sortes de températures. Des fois, il neige, des fois, il fait beau, des fois, il fait frais. C'est vrai, hein, parce qu'on peut très bien être en immense tempête, puis on peut être en printemps hâtif, puis... Oui, ça peut être de tout. C'est de tout et n'importe quoi. Effectivement. Donc, là, j'en conclus, mais bon, peut-être pas non plus, mais ton problème de vision, ça a été dû au fait que tu étais prématuré? Oui, en fait, ce que j'ai appris, c'est que le nerf optique avait pas eu le temps de se former comme il faut. OK. Et puis, comme j'ai été mise dans un incubateur, ça a fait en sorte que ça a provoqué un décollement de rétine. Puis, vers l'âge de 12 ans, j'ai appris que je faisais un début de glaucome. Fait que dans le fond, j'avais toute la recette pour rien voir. Wow! T'as été gâté, vraiment, là? Ouais, ben c'est ça. Fait que là, puis là, ben ça, c'est quand même particulier parce que j'ai, à un moment donné, dans ma première année de vie, j'ai dû aller à Sainte-Justine parce que j'avais été malade, en tout cas. Puis là, on avait fait toutes sortes d'examens pour s'apercevoir que je voyais pas, puis je verrais probablement pas non plus. Puis eux, ce qu'ils disaient à Sainte-Justine, c'est qu'à Port-Cartier, il y avait trop donné d'oxygène, que c'est ça qui avait fait en sorte que je voyais pas, qui avait provoqué le décollement de rétine et tout. Puis à Port-Cartier, eux, ils disaient si on y avait pas donné la quantité qu'on y a donnée, elle serait morte. Fait que qui a tort, qui a raison rendu là. Mais on a entendu beaucoup d'histoires de personnes qui ont eu des problèmes de vision à cause de l'oxygène puis tout ça, hein, c'est pas... Oui, ben c'est ça. On a été quelques-uns surtout dans cette époque-là. Il faut qu'on se reporte là en 1969. Là, à Port-Cartier, surtout, là, c'est pas l'hôpital. J'appelle ça un hôpital, mais c'est plus. Ça ressemble plus à ils appellent ça le centre de santé de Port-Cartier. Dans le fond, c'est comme le CLSC avec des infirmières, des médecins, puis c'est pas très élaboré. Là. Quand ça va pas bien, tu t'en vas à cette île, puis quand ça va encore moins bien, tu t'en vas à Québec. Là. C'est ça, ouais. On est. Moi, je viens de l'Abitibi, puis c'est la même chose. Là. Tu sais, je veux dire, quand le cas devient un peu trop particulier, là, on est référé ailleurs. Ben, c'est ça. Donc, ce que j'en conclus aussi, c'est que tu n'as aucune vision au zéro? Non, zéro. Il y a juste à un moment donné, vers l'âge de 11-12 ans, mes parents et d'autres personnes qui me photographiaient s'apercevaient que j'avais une réaction au flash des appareils photo. Fait que on était allé investiguer ça au CHUL parce que j'étais rendue à Québec à ce moment-là, à l'école. Puis c'est là que j'ai appris que je, entre guillemets, voyais, mais avec les débris de mon œil, puis que ça finirait par s'estomper. Ce que le médecin m'a dit à l'époque, c'est que j'aurais pu voir, mais graduellement, j'aurais fini par perdre ce que j'avais. Fait que dans le fond, ça me servait pas à grand-chose. Dans le fond, ce que j'avais, je pouvais rien vraiment percevoir. Là. C'est ça, ce que tu as perçu. Des fois, s'il y avait un gros spot d'allumé, là, mais là, encore là, c'est vraiment la chaleur que je sentais aussi, mais c'est juste quand je me faisais photographier, là, vraiment, là, j'avais un œil là, qui réagissait là, au flash. Là. C'est ça, parce que le flash, c'est quand même assez intense là, quand ça nous arrive dans les yeux. Là. Mais, est-ce que tu as des souvenirs un peu de ton enfance, toi, admettons, avant l'école? Est-ce que tu réussissais quand même à jouer dehors, à jouer avec des amis? Est-ce que tu te souviens un peu comment... Disons que ma mère me faisait beaucoup jouer dehors avec elle, puis
je jouais aussi des fois avec les amis de ma sœur. Parce que j'avoue qu'à cette époque-là, tu sais, comme j'avais pas de canne blanche, ben je sortais pas beaucoup de la cour chez nous. Fait que c'était un peu comme ça, là. Puis comme il y a juste un moment donné, je pense que j'avais 5-6 ans, j'avais décidé que ça me tentait, moi, d'aller prendre une marche. Oups, j'ai changé d'idée assez vite quand j'ai vu que je m'éloignais de la bordure de rue, parce qu'on n'avait pas de trottoir chez nous. C'était quand même une rue pas très passante, là, mais quand même. Puis là, la voisine était revenue en courant me chercher là, parce qu'elle avait vu... j'avais profité du fait que ma mère était occupée pour me t'éloigner un peu. M'esquiver en douce, comme on dit. Mm-hmm. Là, ma voisine, la voisine d'en face m'a ramené chez nous. Puis j'ai réalisé que j'avais pas fait de quoi de bien intelligent. Ma mère avait pas eu besoin vraiment de me dire quoi que ce soit. Là, je l'avais compris par moi-même que c'était pas l'idée du siècle. Oui, puis que tu allais probablement avoir de la difficulté à... ne serait-ce que des fois, on s'éloigne, puis c'est quand on vient pour retourner qu'on se dit « Wow! Où est-ce que je suis rendu? » Où est-ce que je suis rendu, puis j'espère qu'il n'y a pas une auto qui s'en vient, là, parce que je savais plus à quelle distance j'étais rendu de la bordure, fait que j'étais comme un peu paniquée. Là. Oui, effectivement. Et là, il s'est passé quoi quand est venu le temps de l'école? Ça a été assurément l'école spécialisée? C'est ça qui s'est passé? Disons que ça a été un peu plus compliqué que ça, dans le sens où moi, j'avais été visiter l'école Nazareth, qui était située à l'époque sur le boulevard Crémazie. Oui, à Montréal. À Montréal. Mm-hmm. Oui. Mais finalement, étant donné que il y aurait la fusion l'année suivante, ils ont décidé, ils ont dit à mes parents que c'était peut-être mieux d'attendre que tant qu'à m'habituer à une école, puis rechanger l'année d'après, d'attendre pour rentrer l'année de la fusion. OK. Par contre, ce qu'on avait fait, mes parents, ma mère m'avait inscrit à l'école où ma soeur allait à l'école, finalement, à l'école Mervousville, à l'école primaire. Puis j'allais à la maternelle 3 demi-journées par semaine, juste comme pour me donner l'habitude de c'est quoi aller à l'école. OK. Ça a plus ou moins bien été parce que, OK, les premiers temps, ça allait. Sauf que j'étais dans une classe d'à peu près une vingtaine d'élèves. Puis à un moment donné, la professeure, elle essayait bien là, de me montrer des choses, mais à un moment donné, il est venu un temps où je n'étais pas capable de suivre. Il a fallu que je suis retournée chez moi pour quelques semaines, peut-être un mois. Après ça, j'ai été transférée dans une autre classe, dans une autre école qui était pas très loin de là. Mais dans une classe où il y avait là des élèves avec des difficultés particulières, là, genre ce qu'on appellerait aujourd'hui là des TDAH, ou des gens qui n'étaient pas capables de suivre au régulier, mettons. Des difficultés d'apprentissage, puis tout ça. Oui, exactement. Fait que là, moi, à cette époque-là, j'allais à l'école le mardi et le jeudi après-midi. Mais là, ça allait quand même mieux. J'avais même réussi à me faire une amie dans cette classe-là. Puis, en tout cas, ça a été, en attendant, disons, le grand départ. Oui, qui est venu quand même l'année d'après. Oui. Je suis entrée à l'école à l'Institut Nazareth et Louis Braille le 16 novembre 1975. Ça, c'est une date assez mémorable, non? Je pense que ça, c'est la date de mon baptême, si je me trompe pas. Ah, tiens, donc, regardons ça. Moi, j'ai eu mon baptême de pensionnat. C'est ça. Fait que finalement, on était parti de Port-Cartier le 13, jeudi le 13.
et il faisait une joyeuse tempête. Et c'est l'époque où les tempêtes duraient longtemps. Il était mémorable, hein, dans ce temps-là? On était 2 jours dans la tempête pour se rendre, là. Parce que le premier jour, on est parti, on est allé dormir chez un de mes oncles qui habite à Forestville pour couper le voyage, là. Puis en plus, c'est pour aller voir ma parenté, là, en passant. C'est que, ben, c'est ça. Puis je te dirais que le premier... le premier soir, je l'ai pas trouvé vraiment bien drôle parce que j'avais quand mes parents sont partis, parce que là, finalement, je suis arrivée là, dans la salle de jeu, à l'unité B à l'époque, qui a changé de nom à un moment donné, qui s'est appelée La Volière. Je sais pas si qu'est-ce que tu as connu là-dedans. Hey, j'étais là à La Volière, moi. Ouais, ben c'est ça. Moi, ça a changé de nom quand j'étais là. OK. La dernière année que j'étais là. Mais en tout cas, là, on sautera pas les étapes, là. Quand je suis arrivée là, le dimanche soir, ben j'étais allée dans la salle de jeu, puis là, je commençais à jouer les jouets qu'il y avait, là, les petites autos, puis là, j'avais du fun. Puis là, ben là, à un moment donné, l'éducatrice avait fait signe à mes parents, ben là, ce serait peut-être le temps d'y aller. Fait que là, on fait nos au revoir. Jusque-là, ça allait pas si pire. Mais c'est quand c'est venu le temps là, d'aller me coucher, là, j'ai bugué parce que là, j'avais été aux toilettes avant de partir de chez ma tante, là, parce que ma mère, elle a une sœur qui habite à Saint-Hubert, fait qu'on était là. Puis là, là, j'avais comme peur d'avoir envie d'aller à la toilette durant la nuit, puis je me dis comment je vais faire pour me rendre, je sais pas comment me rendre, puis je sais pas qui va pouvoir me montrer le chemin, puis là j'ai comme capoté, là. T'avais plus de repères, là, puis t'avais plus de... Non, là, ça marchait plus, là. Là, j'ai parce que j'avais voulu y aller avant de me coucher, au cas où, puis là, j'ai comme pété une crise parce que j'étais pas capable de faire ce que j'avais à faire avant d'aller me coucher, puis là, c'est comme là, j'ai comme réalisé, là, où j'étais, puis qu'est-ce qui se passait, puis c'est comme, wow, non, là, ça fonctionnait pas, là, mais j'ai fini par me calmer, mais ça n'a pas été évident. Effectivement. Puis le lendemain, regarde, c'était tout du nouveau, là, tu dis, bon, on va essayer de suivre, là, les autres font ça, je vais faire ça, puis fait que là, je m'en vais à ma classe, là, en première année. Puis là, c'était quand même drôle parce qu'il y a une anecdote qui est arrivée qui est assez amusante. Quand je suis retournée à l'unité pour la récréation, à un moment donné, je sais pas ce que je faisais, je marchais ou je sais pas trop. Puis là, à un moment donné, il y a une fille qui arrive dans ce temps-là, c'était juste des filles dans l'unité. Puis elle arrive, puis elle me fonce dedans. Hein. Puis moi, le beau réflexe que j'ai eu, c'est de dire regarde où tu vas. Elle me dit ben oui, elle dit moi aussi, je suis comme toi, je vois pas. Là, j'ai allumé parce que moi, avant tout ce temps-là, j'étais toujours avec des voyants. C'est ça, là, t'avais jamais été en présence de d'autres personnes non-voyantes? Non. Pour moi, c'était comme du nouveau, là. Je savais que j'étais comme ça, mais j'avais pas réalisé qu'il y avait d'autres personnes aussi qui étaient comme ça, puis c'est ça que ça voulait dire. Là. C'est comme, ça, ben oui. C'est un peu étrange, là. Effectivement, on pense pas à ça, là, c'est un changement d'univers complet, là. Ah, tout à fait, là. Puis là, je te dirais que le premier mois, parce que dans le fond, ça a été assez intense, puis j'ai eu l'impression là, de découvrir un paquet de choses là dont j'avais aucune idée, là. C'est ça, c'était comme vraiment une aventure, là. Ben là, c'est ça, tu sais, d'abord, premièrement, dormir dans un dortoir, j'avais jamais fait ça. Des fois, OK, quand on allait en vacances, là, chez de la parenté, peut-être que moi, ma soeur puis une cousine, on pouvait dormir les 3 dans la même chambre, ou
dans la roulotte, puis, tu sais, c'était pas un dortoir, là, c'était pas... C'est ça, c'était pas la très même limité chose. comme autre présence, là. Ouais, mais c'est ça, là. Fait que c'était comme pas la même chose, là. Puis, c'est ça. Puis là, avant que je descende chez nous pour mon premier voyage de retour, si on veut, pour le congé des fêtes, ben, une semaine avant, j'attrape la varicelle. Oh non. Oh oui! Ah. Fait que là, c'est ça, c'était le samedi soir, puis là, ben évidemment qu'il n'y avait pas d'infirmière sur place, ben c'est-à-dire qu'il y avait une infirmerie, mais la fin de semaine, l'infirmière était appelée seulement s'il y avait quelque chose de particulier. Fait que là, l'infirmière avait été appelée, puis elle était venue regarder ça, puis elle avait constaté là, que c'était bel et bien la varicelle que j'avais. Fait qu'elle a dit... là, tu vas rester tranquille à l'unité jusqu'à demain soir, minuit, puis quand je vais venir, quand je vais rentrer travailler, je vais venir te chercher. Fait que je suis allée passer la semaine à l'infirmerie pour pouvoir... puis là, même ma grosse peur que j'avais, c'était de pas pouvoir m'en aller chez nous en congé comme les autres parce que j'avais la varicelle. Fait que je peux-tu te dire que quand ça me démangeait, je grattais pas mes boutons. Hey, Là, ben, évidemment, le dimanche soir, je parle à ma mère au téléphone, j'explique tout ça. Puis en plus, là, je pose un paquet de questions parce que, vois-tu, c'était mon voyage, mon premier, c'était pas mon vrai premier voyage, mais c'était mon premier voyage en avion dont j'aurais connaissance, là. Fait que là, j'en avais un tas de questions, là. À quelle heure on part, où c'est qu'on s'en va, puis comment ça se passe, puis... je savais juste avec qui j'allais voyager. Ben, je savais parce que la travailleuse sociale nous avait mis en contact avec une des filles, parce qu'on était 3. Une fille et un gars qui voyageait avec moi. La fille, on avait été la rencontrer avec ses parents. Elle était plus vieille que moi. Fait que le vendredi matin... tout le monde, on était à peu près un beau voyage organisé pour l'aéroport de Dorval parce qu'il y avait nous 3 qui allaient à cette île. Il y en avait 2, 3 autres là, qui allaient en Gaspésie puis aux îles de la Madeleine. Fait que on s'en allait tout à l'aéroport prendre l'avion. Mais ça, c'est cool quand même parce que vous étiez plusieurs. Moi, je prenais l'avion aussi pour aller en Abitibi, mais j'étais tout seul. C'est plate, ça. Ouais, mais je te dirais que ça dépend parce que on était 3, ça allait bien. Là où j'ai commencé à trouver ça plus difficile, c'est quand Suzanne a décidé de lâcher l'école puis de pas y retourner, puis d'aller à l'école à cette île, puis que j'étais toute seule avec l'autre garçon, là. Je sais pas si... Non, tu dois pas... connaître, là, mais en tout cas, il y en a peut-être qui le connaissent parmi les auditeurs, là, mais Marcel Hamilton, lui, venait de cette île, puis lui, c'était un gars qui était plus vieux que moi, sauf que lui, il était super anxieux, à la minute qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas comme prévu, là, c'était la panique, puis c'était la catastrophe, là, fait que c'était comme si je voyageais tout seul d'une certaine façon, parce qu'il fallait comme que je m'occupe de lui, de le rassurer, de le calmer. Puis, en tout cas, il est arrivé quelques anecdotes, là, que... Des retards d'avion puis des choses comme ça, j'imagine? Oui. Puis, genre, l'avion part pas parce qu'il fait tempête, là. Puis, faut qu'on parte plus tard. C'est ça, des retards importants. Une couple de fois. C'est ça. Surtout si on voyage, c'est ça, à Noël, puis tout ça, là, c'est encore là, hein. C'est le risque qu'il y ait une tempête ou... Je les aimais mieux quand c'était pour le retour, les tempêtes, que pour l'aller. Ouais, mais ça veut pas dire que ça va être comme ça, hein? Non. Mais c'est arrivé peut-être 2 fois là, qu'on arrive à l'aéroport, puis le vol est annulé, soit parce qu'il fait tempête ou qu'il prévoit du mauvais temps à l'autre bout, fait que là, c'est comme... fallait retourner à l'instant. Ça, je le trouvais un petit peu moins drôle. Bon.
Effectivement. Parce que Là, mais quand j'arrivais à l'unité, ben là, il voulait pas que je reste à l'unité à rien faire. Il voulait que j'aille à la classe. Moi, mais je n'étais même pas supposée être ici. Là. Ça, c'était mon argument. Pourquoi faudrait que j'aille à la classe? Je n'étais même pas supposée être là. Ouais, ça brise ça brise comme tout l'aspect que justement on voyage, on manque un petit peu d'école, tu sais, c'est comme tout gâché un peu. Ah, là, ça va un peu scraper ma journée, comme on dit. Là. Académiquement, comment ça se passait pour toi? Ça allait bien pour les matières, genre, français, puis excuse-moi. La matière qui me faisait le plus de troubles, là, je te dirais, c'est les mathématiques. OK. Ça, là, dès le primaire, là, c'était pas ma matière forte, là. Je réussissais, mais il fallait que je travaille plus. Et tu n'étais pas la seule, hein? C'était quand même pas si évident non plus, là. Puis, on travaillait avec une tablette puis des prismes, là. Ben oui. Je sais pas si tu as connu ça, là. Oui, j'ai connu ça, certain. Ce que j'aimais pas, par exemple, c'est quand on apprenait à écrire à la tablette puis au poinçon, là, puis il fallait apprendre à copier. Écrire de droite à gauche avec la main droite, puis lire de gauche à droite avec la main gauche. Ça, là, c'était assez difficile. Mon cerveau, là, il y avait de la misère à intégrer ça, là. Il y avait des lettres qui se mélangeaient dans ma tête. Tant qu'à moi, là, c'était une difficulté supplémentaire assez notoire, là, de devoir être capable de... On est en apprentissage du braille, puis c'est comme s'il fallait apprendre notre braille à l'endroit puis à l'envers, puis... Oui, c'est spécial, ça. Ouais, ah oui, effectivement. Et là, mais j'avais... Non, vas-y. Mais j'avais un très bon, un goût très prononcé pour la lecture. OK. Ce qui fait que j'adorais la bibliothèque. OK. J'y étais tout le temps rendue, assez que la bibliothécaire, à un moment donné, c'était Madame Véronique Caillé. Ben oui, comme quand moi j'étais. Elle, à un moment donné, elle s'est un peu découragée de mon cas parce que ça faisait 2 fois que j'avais lu tous ses livres en braille intégrale. Elle dit, ben là, j'en ai plus à te donner. Puis les autres, ben, elle dit, je peux pas te les prêter parce que c'est des livres trop compliqués puis ils sont pas de ton âge. Fait qu'elle m'a donné une feuille avec le fameux abrégé de base, là. Fait que, je te donne ça, je te donne un livre, puis elle dit, si ça va pas, elle dit, tu reviendras me voir demain. Quand je suis allée la revoir le lendemain, c'était pour qu'elle me donne un autre livre. Parce que tu avais commencé à prendre l'abrégé. Oui, avant qu'on soit rendu là, avec les autres dans la classe, là, j'avais comme pris de l'avance parce que moi, sans ça, je pouvais plus lire de livres. Moi, je me rappelle qu'il y avait moi, j'étais pas pensionnaire, j'étais en famille d'accueil, puis dans l'autobus, je m'étais fait un ami qui est Miguel Ross, que sûrement plusieurs connaissent. Oui, je connais. Je le connais pas super gros, là, mais on s'est déjà parlé. Moi, je sais c'est qui. Et lui, il m'apprenait l'abrégé. Hein. Lui, il était 2-3 ans plus vieux que moi, là, puis il m'apprenait l'abrégé. C'est que je l'avais appris un petit peu d'avance, moi aussi. C'est vraiment drôle. Puis ce que j'avais pas eu de difficulté avec la feuille que Véronique m'avait donnée parce que j'avais des élèves l'année ou 2 années avant moi dans l'unité qui essayaient de mémoriser leur abrégé, mais ils récitaient ça un peu comme une comptine, là, B bien, c'est ça, D, de. Fait que je les écoutais, puis je mémorisais ça dans ma tête, là. Ça faisait c'est comme ça. une chanson, là. T'es appris un peu par cette occasion-là aussi, en les écoutant. Oui. Hey, c'est pour ça que ça n'a pas été trop difficile à apprendre. C'est incroyable. Et, combien d'années t'es resté à... Ben, moi, je suis rentrée le 16 novembre 75, comme je te dis, puis je suis partie de là
l'année, là, 22 juin 1979. OK, donc un 3 ans. 3-4 ans, mais je te dirais que la première année, j'ai pas été là tout le long parce qu'il a fallu que je retourne chez moi parce que, étant donné que l'école était pas tout à fait prête, il y avait encore des travaux qui faisaient, il y avait encore de la peinture, puis des travaux. Fait que j'étais allergique à la poussière de ciment, ce qui faisait que j'étais comme assez malade. Fait que ils ont pris la décision là, que je retournais chez nous jusqu'à temps que ça soit fini. J'étais revenu après Pâques, là, OK. pour finir l'année. Mais Fait qu'après ça, la deuxième année, j'étais comme en maternelle première année mélangée, si on veut. Là. Ils appelaient ça classe préparatoire. Là. OK. C'est là que j'ai appris à lire. Mais, puis après ça, ça a été le primaire, mais t'as pas fait tout ton primaire là, au final? Non, parce que c'est ça, il avait commencé à transférer des élèves là à Québec parce que moi je tombais sur le territoire. Ils ont divisé la province en deux. Puis moi je tombais sur le territoire de l'Est du Québec. Puis probablement parce que en deuxième année, c'est ça, j'avais eu Lita Nadeau comme enseignante. Quand je revenais de chez nous, je lui racontais toujours qu'est-ce que j'avais fait durant mon voyage, parce qu'elle nous le demandait, qu'est-ce qu'on avait fait de notre congé. Puis une journée, j'y avais raconté, je pense que c'est ça, en revenant de Noël, j'y avais raconté qu'il y avait une des amies de ma sœur qui était déménagée à Montréal. Sa famille avait déménagé. Puis quand j'étais allée à l'autre congé suivant, j'étais revenue en lui disant que ma sœur avait eu une lettre de son ami. Ça lui a donné l'idée. Elle est allée visiter l'école Saint-Vincent à Québec. Puis ça lui avait donné l'idée de faire un jumelage de notre classe avec une autre classe primaire, que eux autres, ils nous avaient écrit des lettres. OK. Ça, j'avais trouvé ça génial. Puis moi, c'était Julie Mayotte qui m'avait écrit. Ah, ben oui, qu'on a reçu à Connaissez-vous aussi. Ben oui, puis c'est ça. Puis là, quand on lisait nos lettres, puis après ça, on se les échangeait. Puis là, chacune, on apprenait toujours quelque chose de plus parce que les élèves nous écrivaient pas toutes la même chose. Fait que, puis là, quand j'étais en troisième année, là, ma mère était venue au mois d'octobre pour le congé de l'Action de grâce. Elle était venue chez sa sœur qui habite à Saint-Hubert. Puis, elle s'était fait parler de tout ça, qu'il y avait peut-être une possibilité que je sois transférée à Québec. Puis moi, je savais qu'il y avait des élèves qui étaient déjà partis. Tu sais, j'avais déjà vu ça aller. Fait que ma mère, elle me demande, elle dit, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Elle dit, d'aller à l'école à Québec, tu resterais en famille d'accueil. À première vue, je me suis dit, dans le fond, j'ai dit, il y en a qui sont allés, qui sont pas revenus. Puis de toute façon, ça, c'est une autre chose qu'il faut que je dise, c'est que moi, j'aimais pas ça. Être à l'INLB, même que je détestais ça, si je veux être vraiment honnête. Le pensionnaire, puis tout ça? Ah non, j'aimais pas ça pantoute. OK. J'ai trouvé ça difficile. Ça non plus, t'es pas la seule, hein? J'ai trouvé ça difficile. Par contre, j'avais ma tante là qui venait me chercher un dimanche aux 2 semaines. J'allais passer la journée avec elle. Mais elle avait déjà 4 enfants. Mes 3 cousins puis ma cousine à s'occuper. Puis il y avait de mes cousins qui jouaient au hockey. Fait que des fois, il y avait des tournois. Fait que ça donnait pas tout le temps. Hein. Mais quand même, ça faisait quand même un petit peu de sortie, comme on ouais. dit, là. Mm-hmm. Mais non, c'était pas... c'est surtout que le décor, ça avait l'air d'une prison. C'est comme bizarre, là.
les clôtures avec les fils barbelés, tout, là, ça faisait... Puis, les règlements, puis la bouffe, c'était pas bien terrible non plus, là. Faut se le dire, là. Ça que c'était quand même intéressant d'essayer autre chose. Ah, ben oui. Ben, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Je dis, je savais qu'il y avait d'autres personnes qui étaient parties. Mais dans les dernières années, j'ai appris pourquoi je n'étais pas allée en premier à Québec. C'est qu'il y avait pas beaucoup de familles d'accueil, puis il y avait des gens qui avaient eu des mauvaises expériences, là. J'ai entendu une histoire d'horreur là, qui m'a fait comprendre que dans le fond, c'était peut-être mieux que j'endure, entre guillemets, ce que j'ai enduré. Mm-hmm. Mais quand même, t'as fini par y aller. Oui. Et ça s'est fait comment, le chant? Ben, est-ce que t'as préféré ça à Québec? Ah, c'est sûr. Hein. Moi, j'ai adopté Québec là, dès que je suis arrivée. Là. Mais ça, c'était spécial parce que quand j'ai su que j'allais visiter l'école, là, on dirait que j'étais vraiment là, tout énervée. Là. Puis quand je suis rentrée à l'école, ben là, j'étais contente là, parce que je suis tombée justement dans la même classe que Julie. Fait que là, j'étais comme contente d'être dans la même classe que ma correspondante. Ben oui. Là, ben, elle m'a présenté des amis, d'autres personnes qu'elle connaisse. En tout cas, je me suis fait amie avec les autres de la classe. Il y en a un que j'avais déjà rencontré parce qu'il y avait une espèce d'avant-midi d'accueil. Là, j'avais rencontré un de mes meilleurs amis là, à qui je parle toujours. Là. Ça a pris 30 secondes. On s'est mis à parler de musique puis de radio. Puis c'était parti. Là. C'était fait. C'est comme ça, on s'était toujours connus. Là. OK. Hey, c'est cool. C'est cool, puis c'est rassurant, j'imagine, là, tu sais, quand on se rend compte que... Ben oui, là, tu dis... parce que oui, ma mère avait une amie qui habitait à Québec, mais elle aussi était pas mal occupée, là, puis elle était agente immobilier, fait que elle avait pas... C'était plus compliqué pour les horaires, puis tout. Mais, tu sais, je savais qu'elle était là, puis j'avais besoin de quelque chose, mais sinon... J'avoue que l'école, ça me stressait pas. Mais au début, là, quand je suis partie là, pour aller à Québec, pour me rendre à... Là, on dirait que c'est comme si tu n'avais pas allumé. Là. Là, tu t'en vas dans une famille que tu connais pas, chez du monde que tu connais pas. Là, je me suis dit, là, ça spinait pas mal dans ma tête. Là, il faut que je trouve des stratégies, il faut que je m'organise pour faire des amis vite. Comme ça, si jamais il y a quelque chose qui marche pas, que je trouve le moyen de passer mes messages pour être capable de parler à mes parents, puis dire que ça marche pas. OK, tu pensais déjà à toutes les alternatives, là. Ah, là, je commençais à faire des plans dans ma tête, puis regarde, pour moi, là, c'était comme nécessaire, là. C'est ça, j'étais rendue plus vieille aussi. Fait que là, je me disais, regarde, faut que je prévoie. Mais en même temps, je me disais, regarde, ça devrait être correct, là. Oui, on souhaite toujours que ce soit correct, mais on élabore quand même des stratégies au cas où. Ben, c'est ça. Mais finalement, ça s'est bien passé. D'ailleurs, c'est la seule famille que j'ai faite. J'ai resté là. J'ai fini mon primaire là. J'ai fait mon secondaire. Puis j'ai même fait ma première année de cégep. J'y allais les fins de semaine. OK. Le bout qui a été plus difficile, je te dirais, c'est l'adolescence. OK. Parce que quand tu fais un chum qui est plus vieux que toi, ben, c'est un peu plus compliqué parce que là, la famille d'accueil, les autres ils veulent pas te donner une permission que tes parents te donneraient pas. Puis les parents, eux autres, ils disent, ben, nous autres, on te permettra pas de faire qu'est-ce que elle permettrait pas à ses enfants. Fait que là, c'était comme squeezé entre deux paires de parents, si tu veux, mais il n'y en a pas une de mon bord. Puis tes parents, ben, sont pas là non plus pour tout constater. Ben, c'est ça. Mm-hmm. C'est tough un peu, là. Je me disais, c'est peut-être plus si le fun que ça, là. Mais quand même,
tu t'en es, Mais quand même. tu t'en es tiré. Ça, Ah oui. Ce qui était plus difficile, je te dirais, au secondaire, bon, outre les mathématiques, ben c'est le fait que moi, quand je descendais par chez nous, là, j'avais commencé à me faire des amis. Et puis, comme j'étais la seule personne non-voyante, je trouvais que c'était plus facile que quand j'étais intégrée à Polyvalente. Je me disais, parce qu'à Polyvalente, on rentrait là en secondaire 1 et 2, on était dans... Parce que cette polyvalente-là, Polyvalente de Charlebourg, les gens rentraient au secondaire, les élèves rentraient en secondaire 3. OK. Fait que nous autres, en secondaire 1 et 2, ils nous faisaient rentrer, c'est comme pour nous habituer à l'endroit. Puis t'avais nous autres, puis les sourds, là, les malentendants qui étaient dans une autre unité, eux aussi étaient en petits groupes. Puis à partir du secondaire 3, ben, ils nous intégraient graduellement au régulier. OK. La première année, c'était, je pense, c'était français, enseignement religieux, puis choix de carrière. Rendu au secondaire 4, ben, il ajoutait histoire. Mais moi, j'avais décidé que je voulais aussi avoir mon cours d'anglais intégré parce que moi, j'avais de la facilité en anglais. Il faut dire que ma mère, sa langue maternelle, c'est l'anglais. C'est que je suis habituée là, d'écouter la radio ou la télé en anglais. Fait que je me disais, je voulais être intégrée en anglais. Il a fallu que je me batte un peu pour, mais j'ai réussi à l'obtenir. Et ça a bien fonctionné? Ça a bien fonctionné. C'est sûr qu'au début, évidemment, comme j'avais été j'avais des grosses notes parce que j'étais dans les petits groupes. Et moi, je me pensais pas pire. Fait que je voulais être en anglais enrichi. Sauf que quand je suis arrivée au premier cours et que le prof parlait juste en anglais, j'ai moins trippé un peu, là. OK. Mais par contre, j'apprenais plus là, que si j'avais resté dans un petit groupe. Là. Oui, c'est ça. Ça demandait Parce que plus. normalement, les autres élèves handicapés visuels n'étaient pas intégrés en anglais. Oui, c'est ça. Et là, oui. Non, ben j'allais dire parce que tu as parlé de cégep, ça fait que là, quand on arrive secondaire 4, 5, tout ça, faut commencer un peu à penser à ce qu'on va faire après. Toi, est-ce que tu avais déjà une idée un peu de ce que tu voulais faire? Ben, disons que j'ai eu pas mal de temps pour y penser parce que moi, quand j'ai fini mon secondaire 5 dans la plupart de mes matières, ben, il me manquait des crédits parce que ça prenait, des cours de secondaire 4 et de 5 que j'avais, mais j'avais pas mon 130 crédits. OK. Puis mes maths, j'avais un peu de retard en maths, donc ça m'a donné plus de temps pour y penser. Mais ce que je savais par contre, c'est que j'aimais beaucoup les langues, parce qu'en secondaire 5, j'avais pris un cours à option, c'était un cours d'espagnol. OK. J'avais bien aimé ça, puis je me disais, c'est de la facilité en français, en anglais, puis en espagnol. Je dis probablement que en lettres et langues au cégep, ça pourrait être le fun. Et c'est ça que tu as fait? C'est ça que j'ai fait. OK. Quand j'ai fini par finir en tout cas, j'ai resté plus longtemps à Polyvalente à cause des mathématiques. Mais ça, c'était l'époque aussi où on nous disait c'est mieux de faire ces maths 534 parce que ça ouvre toutes les portes. Ouais. Sauf que mes maths 534, je les ai joyeusement coulées avec un beau score de 38%. Ouais. Fait que dans le fond, j'aurais pu m'inscrire au cégep une année avant, mais je me suis dit, des fois que ça fonctionnerait pas comme je pense en lettres et langues, c'est peut-être mieux de prendre une année de plus et d'essayer de les faire mes 534. OK. Mais j'ai vu que ça fonctionnait pas. Parce que je me suis dit, ça me tente pas. Quand je vais partir de là, ça va être fini.
il n'y aura plus question de mathématiques dans ma vie. Ça va être fini pour de bon. Et évidemment, ça, c'est ce qui est arrivé. Puis quand je suis arrivée au cégep, ben là, j'ai adoré ça parce que là, c'était plus facile. J'avais plus de temps pour faire du social. C'était pas mal intéressant. Là. Donc, je me tenais au café étudiant, puis j'avais embarqué dans le comité des spectacles au cégep la deuxième année. J'avais plus de temps pour faire autre chose que juste bûcher sur mes problèmes de maths. Oui, c'est ça. C'était pas mal plus motivant. Puis c'est ça, puis socialement, tu n'as jamais eu de problème. Ça se fait, tu te faisais accepter partout, puis oui, des fois, c'était plus difficile parce qu'évidemment, comme je te disais, à Polyvalente, ce qui arrivait, c'est que j'étais pas... C'était pas toute seule de non-voyante. Puis, tu sais, des fois, les élèves, ils voyaient d'autres élèves handicapés visuels qui avaient des drôles de tics, des drôles de manies. Ils pensaient comme, ils faisaient des généralités, qu'on c'est était ça. toutes pareilles. Tu passais un peu dans cette... On passait pour des bizarres, là. Mais j'ai réussi à faire mon chemin pareil. C'est ça. Puis là, au cégep, ça a été comme un rythme qui te convenait, puis qu'il n'y a pas eu trop d'embûches académiquement parlant pour l'adaptation des cours? Non, il y a eu peut-être un ou deux profs moins commodes, on va dire ça comme ça. Là. OK. Mais sinon, je m'en suis assez bien sortie, je te dirais. Ça allait quand même bien. D'accord. Et après le cégep, c'est quoi qui s'est passé pour toi? Ah, ben là, après le cégep, c'était l'université. OK. Je suis allée... là, je n'étais pas certaine, rendue là, si je voulais aller en enseignement ou en traduction. Fait que je me suis inscrite au bac général, ce qu'on appelle maintenant le bac multidisciplinaire. Mm-hmm. Je m'étais inscrite à 3 mineurs. Une en français, une en anglais, puis une en espagnol. OK. Mais j'ai commencé par l'anglais. OK. Puis la majorité des... Puis là, c'est là que je me suis dit, je sais pas si je veux m'en aller en enseignement ou en traduction. Fait que ce que j'ai fait, je me suis aperçue que les cours, la majorité, c'était des cours pour ceux qui allaient au bac en enseignement. Fait que ce qui est arrivé, c'est que, j'ai fait des cours. Il y en a que j'ai échoué. Mais ça m'a permis de voir, là, que, peut-être le bac en enseignement, c'était pas fait pour moi. Ouais, ça t'a permis peut-être d'orienter un peu ta décision. Puis, par contre, j'ai eu, dans mon cours, dans cette mineure-là, j'avais un cours qui s'appelait Grammaire différentielle et stylistique comparée. Ça se trouvait être un cours qui se donnait en deuxième année du programme de traduction. Puis j'en ai profité aussi pour faire des cours qui appelaient là, les cours au choix. Là. Ouais, les cours optionnels, puis... C'est des cours qui sont hors programme. Les cours complémentaires, là, qui... Oui, l'équivalent des cours complémentaires au cégep, là, mais c'est pas tout à fait la même chose. Oui, hein. OK. Parce que les cours à option, tu avais quand même des choses que tu devais choisir qui étaient pas dans les cours obligatoires du programme, mais qui étaient quand même collés au programme, si tu veux. Là. Fait que, ce qui fait que quand j'ai changé de branche, comme on dit, là, j'étais inscrite à 2 cours à l'automne. J'étais inscrite à 6 crédits, mais mon premier bulletin, il y en a quand même 15 au total qui ont rentré. Là. OK. C'était comme payant un peu, là. Mm-hmm. Mettons que c'était quand même, j'ai bifurqué, mais c'était un petit détour, mais je l'ai fait comme de façon intelligente, là. C'est ça, pour que tes crédits se restent, puis tout ça, là. Puis mon bac, c'est un bac de 3 ans, mais moi, je l'ai fait en 4 ans parce que je voulais pas me tuer à l'ouvrage, puis je voulais quand même ne faire
pas ne faire que ça. Là. Je voulais avoir quand même une vie à travers. Oui, parce qu'on s'entend qu'il faut quand même tout le temps mettre plus de temps puis que c'est quand même plus long pour certaines choses. Ben, c'est ça. Donc, le local adapté de la bibliothèque, je l'ai fréquenté un peu pas mal beaucoup. OK. Puis, les examens, des fois, c'était long aussi. Là. Et Non, ça, c'était spécial pareil. Quand je rentrais à l'université, là, je trouvais donc que c'était grand, puis les corridors, puis les pavillons, Seigneur, je trouvais ça particulier, mais j'ai passé à travers, puis c'était drôle parce que quand mes parents étaient venus, durant ma première session, ils étaient venus visiter. Et j'avais amené mon père avec moi. J'ai dit, on va aller faire un peu on va aller se promener. J'ai demandé à ma mère, on avait été magasiner, puis elle était en train de ranger mes vêtements, puis de faire du classement dans des choses. J'ai demandé, j'ai dit, t'as pas besoin de nous autres? J'ai dit, on va aller prendre une marche. J'ai amené mon père marcher dans les fameux tunnels. Je voulais lui montrer où ce qui était notre local adapté à la bibliothèque, mais dans les tunnels, il y avait quand même des gens qui écrivaient toutes sortes de choses sur les murs, là, partageaient des réflexions, genre... il y en a une que j'avais trouvée assez comique. C'était marqué le temps passe et coule, le temps passe et je coule. Oh. Toutes sortes de choses comme ça. Puis à un moment donné aussi, tu avais le poulet qui traverse la rue en anglais, là, de Chicken Cross the Street, avec toutes les conjugaisons possibles au passé, au présent, à l'infinitif, à l'imparfait, tous les temps de verbe que tu veux, là. Il y avait quelqu'un qui avait écrit ça. Ça avait été assez amusant. C'est vraiment drôle. Ton père, il te faisait des lectures de ça? Ben oui. Il me disait ce qu'il voyait, puis on avait du fun avec ça. Là. Et qu'est-ce qui s'est passé après l'université? Après l'université, ben là, ça a été la recherche d'emploi. Ben, premièrement, la recherche d'un appartement parce que, vois-tu, j'habitais en résidence quand j'étais à l'université. Mais là, c'est ça, j'étais en couple à ce moment-là, fait que j'étais partie habiter temporairement dans le logement de... Ça, c'est un peu particulier parce que c'est un ex qui est devenu une ex. OK. Parce que c'est une personne trans. Oui. Puis, bon, c'est ça qu'au début, c'était pas clair. Ça s'est révélé plus tard, mais j'avais un petit doute sur quelque chose, là, mais c'est ça. Elle veut toujours qu'on réfère les choses qu'on a vécues, même avant sa transition. Pour elle le voit au féminin. Fait que, on habitait ensemble en attendant que je me trouve un logement. Elle habitait dans un 2,5. Fait qu'à deux dans un 2,5... c'est pas grand. C'était pas évident. Puis, ben, c'est ça. L'été, ça faisait 2 étés que j'allais habiter là parce qu'évidemment, que ce qui arrivait souvent, c'est que on se faisait évacuer, si tu veux, évincer de notre pavillon pour l'été au le mieux parce qu'ils louaient nos chambres à des touristes ou à des gens qui venaient pour des rendez-vous médicaux. Puis eux, ils habitaient, ça leur faisait une chambre pour la nuit. Je pense que ça leur donnait 20$ la nuit, quelque chose comme ça. OK, mais vous autres, vous pouviez comme plus rester. Il fallait déménager. Mm-hmm. J'avais déjà fait ça 2 ans de suite, déménager dans un autre pavillon, là, aux parents. Puis là, je m'étais dit, ben là, autant qu'à déménager, je vais aller habiter avec cette personne-là, avec Andrea aujourd'hui. Fait que là, c'est ça.
Puis en même temps, mais comme c'est une personne qui avait des difficultés physiques, ben ça me permettait de lui donner un coup de main pour certaines tâches à l'appart, là, genre faire la vaisselle ou des trucs comme ça. Puis comme elle restait proche d'une épicerie, ben moi j'allais faire l'épicerie à pied. Là, ben c'est ça. Ça, c'était ça. Puis quand j'ai fini l'université, ben j'avais laissé mes choses en entreposage là, au pavillon. Sauf qu'à l'automne, c'est sûr que fallait que je me trouve une façon de me trouver un autre appartement, un autre logement, parce que là, ça aurait été compliqué, là, j'aurais pas pu rester mes affaires là indéfiniment. Puis ton premier logement, ça c'est bien... Fait que j'avais trouvé un logement, mais que finalement, ça n'a pas fonctionné. C'était une personne qui louait son logement, mais qu'à la dernière minute, j'ai pas trop su c'était quoi la raison, mais elle déménageait plus. OK. Je restais là encore un bout de temps, sauf que le voisin d'en face, il déménageait. OK. Fait que moi, j'ai traversé le corridor. Fait que je me suis retrouvée au logement d'en face que j'ai habité pendant 16 ans. Là. Oh, quand même. Quand même. Moi, j'avais dit, je vais finir ton bail, puis on verra, là. J'avais rencontré les propriétaires, puis je dis, regarde, ils m'avaient demandé si je voulais prendre un bail de novembre à novembre. J'ai dit, non, j'ai dit, on va y aller de novembre à février, parce que je savais qu'il y avait quand même un vieil immeuble, puis des fois, il y avait des petites surprises qui arrivaient, puis j'ai dit, on va voir... bien, puis il n'y a pas trop de choses tout croche qui se passent. Mais comme je suis pas une fan du déménagement, c'était pas parfait, mais je me suis dit, tiens, je vais rester, finalement. OK. Fait que c'était dans un demi-sous-sol, puis comme je te disais, là, j'étais comme à 2 minutes à pied d'une épicerie. J'avais pas de rue à traverser, c'était comme l'idéal. Là. C'est ça, là, pour les commodités, c'était quand même pratique. C'était assez parfait. Sauf que là, évidemment, il est arrivé des choses qui ont fait en sorte que j'ai déménagé. Là, je ne vis plus dans un demi-sous-sol. C'est quand même pas pire. C'est mieux. J'ai amélioré mon sort. Oui, c'est ça. Hein? Moi aussi, j'ai vécu longtemps dans un demi-sous-sol. Mais bon. Maintenant, j'ai un balcon, puis c'est fun. Prendre l'air dehors. C'est mieux. On va dire ça comme ça. Oui, c'est ça. Ben, on essaie toujours d'améliorer quand même notre situation. Hein? C'est pas toujours... surtout, comme je l'ai souvent dit, quand on déménage, on peut pas essayer notre logement avant. Hein? On le visite, oui. Non. Mais des fois, il est vide. Des fois, il y a encore quelqu'un dedans. Dans les deux cas, ça peut être trompeur. Mais on peut pas savoir non plus les voisins. Puis tout ça, c'est comme... on peut pas l'essayer. Il faut se décider. Puis il faut voir. Ben, c'est un peu ça que j'ai eu comme avantage dans ce cas-là. Parce que quand je suis déménagée de l'université, je connaissais déjà les gens qui habitaient dans l'immeuble un peu. Puis je connaissais un peu le voisinage aussi. Là, fait que c'était pas... je dirais que ça a été un des déménagements les plus simples de mon histoire parce que je faisais juste traverser le corridor avec mes choses. Ah ben oui, ça pour ça, là, oui. Ça, c'est vrai. Même pas d'étage, rien, là. La seule chose que j'ai eu à faire, c'est une amie qui vient m'aider à aller chercher le reste de mon stock là, à l'entrepôt, au pavillon Le Mieux. C'est tout ça. Bon, c'est sûr que là, rendu à mon dernier déménagement, mais là, j'ai eu de l'aide, ça a bien été, quand même. OK. Puis quand j'ai fini de déménager en 2000, ben là, ça a été... on s'est trouvé un logement, là, ça serait le fun de se trouver un emploi. C'est ça, là, l'aspect professionnel. Fait que là, je suivais des formations à la croisée, puis j'avais fait des examens là, du
gouvernement fédéral. Je sais pas si toi t'en as déjà fait, là, mais je trouvais ça assez quelque chose, merci. Non, ça, moi, j'en ai jamais fait. C'est assez complexe. Puis en plus, ben, t'as comme un examen, ça ressemble quasiment à un examen de maths, là. T'as trois catégories de questions. Cet examen-là compte pour un pourcentage de tous les autres examens que tu fais pour les postes que tu appliques. Fait que si tu as eu une mauvaise note dans le premier examen, ça a une conséquence sur le reste. Ça vient ça te suit, là. comme un peu bousiller ta note pour le reste. Mm-hmm. Mais quand même, je l'ai fait. Puis là, en attendant les résultats, c'est là que Denis Dumont de la Croisée m'a contacté pour me dire à Braille-Jimico, il cherche quelqu'un, il cherche une correctrice. Oh! Bon, ben j'ai dit pas pire, il voudrait te rencontrer. Bon, ben, je les ai appelés. Puis moi, ben, quand j'allais à Polyvalente, puis au cégep, quand j'allais au cégep, je recevais des notes de cours en anglais. C'était Braille-Jimico qui les faisait. OK. Ça, tu savais, c'était je connaissais mon braille abrégé en anglais. Mm-hmm. J'ai dit, bon, ben là, allons-y. Là. Je vais avoir ce qu'il faut pour ça. Fait que j'ai passé l'entrevue, puis j'allais travailler comme correctrice chez Braille-Jimico. 2 périodes, là. La première période, ça a été presque 2 ans. Non, 2 ans, oui. Puis après ça, je suis rentrée un peu plus tard pour un autre presque 2 ans aussi, là. OK. Puis là, tu dis que tu étais correctrice, c'est que tu faisais... Est-ce que tu lisais des livres qui avaient déjà été transcrits par quelqu'un d'autre, puis tu t'assurais qu'il n'y ait pas d'erreur? C'est-tu comme ça que ça... Oui, je m'assurais qu'il n'y ait pas d'erreur. Ben, c'est surtout comme pour les livres de maths, là. Bon, ça a servi au moins à ça. Je connaissais mes symboles, puis je connaissais mes formules. Fait que j'étais capable de voir qu'il y avait des erreurs là. Puis surtout, là, que le formatage braille, là, pour voir si ça respectait les spécifications du client, parce que d'autres, nos clients, c'était beaucoup les clients des États-Unis. OK. La American, voyons, comment ça s'appelait donc? Oh, mon Dieu. Je perds le nom, là, mais en tout cas, on avait aussi des clients au Texas, puis c'est ça, on avait Ouais, c'est ça, mais une formation là, pour nous expliquer là, comment faire les livres, là. Alors, et la American Printing House for the Blind. Bon, ça me revient. Voilà, OK. Des fois aussi, on avait des trucs là, de l'INCA là, qu'on recevait pour les élèves de l'Ontario là, qui faisaient des cours dans les écoles en Ontario. Fait que c'était pas mal ça. Fait qu'il y a des examens, des manuels scolaires, j'en ai vu passer quelques-uns. Et... Donc, les mois où c'était le rush, ben, c'était pas mal l'été, puis jusqu'à la fin de l'automne. C'était un peu une période folle. Justement pour la préparation de l'année scolaire et tout ça. Mais le braille, ça a quand même toujours eu une bonne importance pour toi dans ta vie. Oui. Ça m'a aidé beaucoup. Puis de toute façon, comme je te disais tantôt, j'étais quelqu'un qui aimait lire. Fait que c'est le braille pour moi. Jeune, j'ai été abonnée à Carrefour Braille. Puis même quand j'étais en 2e année, on m'avait abonné à une revue qui s'appelait Fanflamme. C'est une revue qui était faite en France. Puis quand je revenais chez nous en congé, j'avais quelques numéros qui m'attendaient. Là, ma mère m'avait abonné. Ça revenait
C'était une revue qui paraissait à toutes les 2 semaines. Puis il y avait toutes sortes de petites histoires avec des personnages qui vivaient des aventures. Moi, je trouvais ça super le fun. Ben oui, c'est cool. Mm. Et Je pense que mon goût de la lecture est beaucoup venu du fait que quand j'ai commencé l'école, mes parents m'achetaient des livres, même s'ils n'étaient pas en braille, puis ils les lisaient. J'aimais ça. Mhm. J'avais hâte d'apprendre à lire. Moi, je trippais, là. Et est-ce que tu as décroché des postes comme au gouvernement puis tout ça? Est-ce que ça t'a mené à ça? Non, parce que justement, comme donc l'offre de Bragimico est arrivée avant que j'aie les résultats de mes examens. OK. Puis, je me suis lancée, puis je me suis dit, bon, mais écoute, si jamais, on verra si jamais je reçois des nouvelles, là. Finalement, à un moment donné, c'était particulier parce que j'avais appliqué sur un poste de téléphoniste réceptionniste, mais là, il y avait un examen à passer, sauf que l'examen, c'était Bragimico qui le produisait. Oh! Fait que quand je l'ai vu passer, j'ai fait « Oups! » J'ai dit « On a un petit problème. » J'ai dit « Moi, j'avais appliqué sur ce poste-là, fait que c'est probablement pour moi que la commande est. » Fait que c'est comme... J'ai vu les questions. Je trouvais ça... c'est sûr que on aurait pu rien dire, mais si ça avait fini par se savoir à l'autre bout... Ouais, ça aurait été malaisant. Bragimico, il aurait été peut-être dans la boîte, là, parce que, tu sais... Parce qu'ils transcrivent des examens forcément, des fois pour des personnes non-voyantes, puis tout ça. Ça fait que... C'est comme si je connaissais déjà les questions pour mon propre examen. C'était comme non, on s'est aperçu de ça, puis on savait pas trop comment gérer la situation. Et là, j'ai rencontré ma directrice de production, puis on a jasé, puis elle dit, avant de donner une réponse là, pour ton examen, elle dit, attends donc, elle dit, de toute façon, là, elle dit, on est en train de rencontrer tout le monde, puis j'arrivais à la fin de mon 3 mois de probation. C'est ça, je suis rentrée en février 2002, puis on était rendu au mois de mai. Attendons, là, parce que tu as des bonnes chances. Autrement dit, ce qu'on me disait, c'est que tu as des bonnes chances de rester, fait que... Ouais, en voulant dire, si tu restes, t'as pas besoin de faire l'examen puis tout ça. Ben, genre, là, c'est un peu ça là, que je comprenais, là. OK. Parce que là, je savais vraiment plus quoi faire. Qu'est-ce que je fais avec ça, là? J'ai eu une nuit, là, où j'ai pas dormi beaucoup, parce que je me disais, comment j'aborde ça, ce problème-là? Ben, c'est un gros cas de conscience, là. C'est comme... Oui. Puis, finalement, ouais. c'est ça. J'ai été embauchée officiellement. Rendu à l'automne, Linda est venue nous rejoindre parce que là, on avait plus d'ouvrages. Il manquait de doigts pour corriger. Linda Boutet? Oui. Et on se connaissait déjà. Nous autres, on avait été à l'école ensemble. OK. Une autre qui est passée à mon micro, hein, puis qui nous a parlé. Ben oui, je l'ai écouté l'entrevue d'ailleurs. Mais l'avantage que j'avais d'avoir Linda avec moi, c'est que quand il y avait des demandes de braille musicale, là, je vais te laisser t'en occuper parce que moi, je connais le vieux code de braille musicale, mais ça a l'air d'avoir changé parce que ce que je lis, je comprends pas. OK. Bon. Ouais, puis là, ça s'en vient très spécialisé, là, la musique, parce que c'est pas... nous autres, en tout cas, des fois, on en cherche des gens pour faire de la musique, là, puis il n'y en a pas tant, là. Tu sais, ça fait que... Non, c'est ça, là. Fait que c'était pas mal ça. À travers ça, quand j'étais à l'université aussi, je m'étais impliquée dans une association, entre autres, d'étudiants handicapés, là.
ça a été plus ou moins concluant comme expérience, mais j'ai toujours fait j'ai toujours cherché un peu à m'impliquer. Là. Quand j'étais en secondaire 3, j'étais un conseiller étudiant de l'unité des personnes handicapées visuelles. Quand j'étais à l'université, je m'étais inscrit au comité de programme en traduction, qui me permettait de pouvoir choisir mes cours parce que j'étais à cheval entre deux programmes. Il était pour changer le programme. Fait que j'avais le choix de prendre des cours de l'ancien puis du nouveau programme. Fait que ça me permettait de pouvoir plus facilement choisir mes cours pour les sessions qui suivaient. Et aussi, j'ai travaillé aussi à faire du bénévolat pour, ils appelaient ça action raccompagnement. Ça, c'était parce qu'il y avait des gens, là, comme la grosse soirée où les étudiants sortaient dans les bars de l'université, c'était le jeudi soir. Ah oui. Puis, il y a des étudiants qui voulaient pas retourner. Dans le fond, c'était comme un genre d'opération Nero, si tu veux, là. OK, mais tout le long de... Ouais, il y avait des bénévoles qui raccompagnaient les étudiants chez eux avec leur voiture. Fait que il y avait des bénévoles qui étaient à la centrale, si tu veux, au local pour prendre les appels puis les demandes. Mais moi, je travaillais pas le jeudi. Je pense que c'était plus, moi, le lundi soir que je travaillais parce que souvent, il est arrivé des incidents là, parce que il y avait un pavillon, entre autres, que les gens qui étaient près d'un boisé, fait que c'était comme les filles se sentaient pas toujours en sécurité, puis il était déjà arrivé des incidents, fait que c'est pour ça que ça avait été mis en place. Fait que moi j'étais là, puis je prenais les appels. Puis qu'il y en avait une, entre autres, là, tous les lundis soirs, elle avait son cours dans un des pavillons, puis elle appelait quand elle était prête à retourner chez elle. Fait que moi, j'ai envoyé les deux bénévoles qui étaient avec moi. Ils allaient la chercher. Il la suivait dans les tunnels là, pour être sûr qu'elle soit en sécurité. C'est ça, là, s'assurer qu'elle se rende sans... J'avais aimé ça faire ça. Ben, c'est un beau service quand même. Oui. Ça avait son utilité. Effectivement. Et par la suite, est-ce que tu as eu d'autres emplois? C'est pas des emplois réguliers, c'était plus des choses occasionnelles, là, comme à un moment donné, j'ai déjà eu j'avais une amie avec qui j'étudiais dans le temps qui était handicapée visuelle elle aussi et qui avait quand même une bonne vision. Et des fois, elle avait des contrats de traduction, puis elle avait besoin de quelqu'un pour réviser ses traductions. Fait que je n'ai pas dit des contrats comme ça, là, à la pige, là. C'est pas arrivé tellement souvent. Mais... Et tu t'es beaucoup... C'était quand même long. Oui, c'est ça, hein? Et tu t'es quand même impliqué beaucoup au niveau du braille, je crois, dans des comités pour le braille. Oui, en fait, c'est ça. Moi, en fait, pour ceux qui ne sauraient pas, je suis secrétaire au conseil d'administration du regroupement des personnes handicapées visuelles de région 0312, c'est-à-dire Québec et Chaudière-Appalaches. Puis, je fais aussi partie du comité pour accès aux conditions de vie décente. Ah oui, OK. On parle beaucoup de revenus, d'éducation, puis d'emploi, justement. D'avoir accès à ces choses-là, puis justement de pouvoir avoir un revenu décent là, qui nous permet d'être... Oh oui. Mm-hmm. Puis, je trouve ça très intéressant, puis il y a quand même beaucoup de travail à faire. Et est-ce que ça... Si je suis capable
pouvoir passer les messages que d'autres voudraient, mais qui ne savent pas trop comment, ou qui n'osent pas, ou peu importe. Si je peux être un peu une des porte-paroles de ces gens-là, je me dis pourquoi pas. Effectivement, parce que on en parle de temps en temps. C'est très long faire avancer des dossiers parfois. Hein? Ça demande beaucoup d'énergie. Tellement. Puis on n'a pas toujours des réponses. Puis des fois, on a vraiment comme des réponses de politiciens. Puis Oh que oui! Des fois, il y a une méconnaissance de notre réalité qui fait que des fois, on nous arrive avec des réponses toutes faites, mais qui correspondent valent pas. pas grand-chose. Ouais, puis qui correspondent Ben, pas c'est nécessairement à notre réalité. Là. Non, ça c'est sûr. Puis aussi, je suis sur le comité technique pour le braille, qui est une branche du CQCB, là, le Comité québécois de concertation sur le braille. Et là, pour l'instant, malheureusement, les travaux sont stoppés parce que la personne qui coordonnait les travaux du côté de l'Europe en France a pris sa retraite et il n'y a personne qui a été nommé encore pour lui succéder. Ça fait que les travaux sont comme en pause pour l'instant. Je ne sais pas ce que ça va donner pour la suite. Mais, est-ce que c'est sur ce comité-là que vous parliez de la refonte de la l'abrégé? réforme du braille abrégé, oui. OK, d'accord. Parce que c'est vrai que ça me semble que ça faisait un bout que j'en avais pas entendu parler. Oui, mais c'est ça. On a travaillé fort là-dessus, mais c'est pas une tâche évidente parce qu'il faut trouver quelque chose qui va être uniforme, comme on dit, que les gens vont tous être d'accord, puis c'est là des fois où ça accroche. Et si c'est comme pour le CBFU, en tout cas. Oh, mon Dieu! Tu me rappelles des souvenirs. Ça avait été quand même assez compliqué, assez long et assez compliqué. Oui. Et pour l'abréger, ben j'ai comme un peu l'impression que ça risque d'être en tout cas, ça fait déjà un bout de temps que vous travaillez là-dessus quand même. Puis là, si Ouais, ça fait quand même un très bon bout de temps. Là. Ben, premièrement, nous autres, on avait commencé des travaux. Puis nous autres, on le trouvait bien beau, notre abrégé, là, mais donc, quand on a présenté ça à nos amis de l'autre côté de l'océan, eux, ils n'étaient pas toujours en accord avec ce qu'on... Il n'y avait pas la même vision nécessairement des choses, là. ils trouvaient pas ça si beau. Non, il y avait des questionnements. C'est sûr qu'il y a des choses avec lesquelles ils étaient d'accord, d'autres moins. Là, bien évidemment, là, la pandémie est arrivée, ça n'a pas aidé les choses, là, parce que ça a fait qu'on a eu plus des rencontres par conférence téléphonique. Ça, c'était plus rock'n'roll un peu. Ouais, hein, j'en doute pas. Des problèmes de communication, là, des fois, la ligne coupait, il fallait rappeler. Tout ça pour dire que là, je connais pas la suite des travaux, je sais pas du tout que sera l'avenir de ce côté-là. Quand ça va reprendre et tout et tout. J'en ai aucune idée. Moi, les derniers courriels que j'avais eus, c'était qu'il y aurait une relance à l'automne pour savoir ce qui se passerait de l'autre côté, mais j'ai rien. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles de quoi que ce soit. C'est ça, l'automne est entamé, puis c'est pas reparti. Non, peut-être qu'ils ont des choses, d'autres problématiques de leur côté, je sais pas du tout. Ça va être à suivre. Et
Et tu disais, bon, la pandémie, c'est sûr, ça a été beaucoup les réunions par conférence télé, en tout cas par des moyens technologiques. Toi, est-ce que tu es très technologique? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît, ce côté-là? Ou... Ben, je te dirais, je suis technologique, mais peut-être pas autant que d'autres, là. Disons que je suis pas... je suis pas tout à fait encore rendue à l'idée d'avoir un iPhone, mais par contre, j'ai un ordinateur, je suis capable de me servir d'Internet, puis... les courriels, puis tout ça. Les courriels, ça va, mais téléphone intelligent, je suis pas encore... Parce que je me dis, ben ça c'est moi, là, probablement que je me dis, ben là, c'est parce que si j'ai juste un cellulaire comme téléphone, ça va m'obliger à être disponible tout le temps, puis je vais devoir être toujours avec le téléphone ouvert, puis oui, si je le ferme, faut pas que je le ferme trop longtemps, parce que du monde qui vont s'inquiéter, qu'est-ce qui se passe, on te rejoint pas. Tu fais bien d'y penser, parce que c'est vrai que c'est comme ça. Je veux pas être esclave de mon téléphone. C'est tellement vrai que c'est comme ça, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi quand on répond pas. Ou quand on répond pas à un message, un texto. C'est fou. Et moi, je suis quelqu'un qui aime ça, des fois, pouvoir décrocher. Là. Des fois, là, des fois, même avec mon vrai téléphone, là, mon téléphone fixe, ça m'arrive de filtrer. Là. J'écoute mon répondeur, puis si je sens que c'est quelqu'un qui m'appelle pour de quoi de vraiment important, je vais décrocher, puis d'autres fois, je vais dire, gars, alors, je me repose, puis je rappellerai plus tard. Des fois, j'ai tendance à filtrer un peu, surtout dernièrement, vu qu'on avait des élections, tu comprendras que si vous voulez voter pour Parti libéral, faites-le un, conservateur, faites-le deux. Ça, j'en ai eu quelques-uns, fait que... Des sondages téléphoniques, là, puis toutes sortes d'appels. Ah non, là, c'est un peu too much, là. Puis, qu'est-ce que tu fais pour décrocher? Est-ce que tu fais encore de la lecture? Tu disais que tu aimais beaucoup la lecture. Est-ce que tu en fais encore? Est-ce que tu... J'ai un peu délaissé ça. Par contre, j'écoute la radio, j'écoute beaucoup de musique parce que c'est assez amusant. C'est que j'ai un de mes amis qui avait un ordinateur, un ami non-voyant, ben justement celui qui était dans la même classe que moi la première année que je suis arrivée à Québec. Ben lui, il m'a donné son ordinateur parce qu'il s'en était acheté un autre. La chose intéressante et amusante là-dedans, c'est qu'il y avait plein de musique dedans. Okay. Comme on a pas mal les mêmes goûts musicaux, mais je m'amuse. J'ai même pas fait le tour encore de tout ce qu'il y a là-dedans. Là. Il y en a là, pour tous les goûts. Là. C'est que ça te permet justement d'aller explorer tout ça. Ça permet de s'évader et de se dire, ben dans ce temps-là, il n'y avait pas de COVID. C'est vrai, hein, parce que la COVID, ça a été quand même quelque chose d'assez... je dis, c'est même pas terminé. Hein, on n'est pas encore sorti de l'auberge, comme on dit. Ah non, regarde, puis je commence à peine à digérer le passeport vaccinal. Fait que regarde. Je pense que j'ai pogné mon point de rupture, là. C'est sûr que des fois, j'avais des hauts et des bas, là, mais là, on dirait là, que là, j'ai comme pogné le point là, où je décroche. Là. C'est comme un peu trop intense. Mais c'est quand même très important ce que tu dis. Hein? Il faut trouver le moyen de décrocher, de mettre ses limites, de dire, bon, ben là, gars, je fitte mes appels, je prends du temps pour moi, parce que il y a beaucoup de gens qui le font pas, puis qu'à un moment donné, ça devient ça devient intense, ça devient même des fois ingérable. Ça fait que... Oui, à un moment donné, la santé mentale, malgré des fois que je réussis à décrocher, des fois, j'essaie de surveiller pour être sûr de pas
de pas me perdre là-dedans. Là. Ben, il faut y voir. Facile, Il faut y voir avant qu'il soit trop tard, comme on dit. Ah, c'est ça. Il faut trouver des moyens. Puis, ben, c'est ça. J'ai un copain, puis de temps en temps, ben, il vient me voir. Puis, quand c'est pas lui qui vient me voir, ben, moi, je vais chez lui. Puis, lui, il reste dans un. Ben, c'est quand même dans Québec, là. Mais c'est un petit coin, là, où c'est plus. Bois, là, puis il reste proche sur le bord de l'eau. Fait que, OK. il s'est acheté un chalet, se converti en maison habitable à l'année. Là. Il a fait des travaux pour rendre ça habitable à l'année. Puis, ce qui est amusant, c'est que c'est pas loin d'où j'habitais en famille d'accueil. Fait que les premiers temps que j'allais là, c'était quand même assez drôle parce que je passais dans des coins que je connaissais. C'est ça, c'était des coins qui t'étaient familiers, là, que tu... Ben oui, ça faisait étrange, là. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous parler, Lynn, ou si on a fait un peu le tour de ton parcours? Quand je réfléchisse vite, ben c'est sûr que j'ai fait des petites choses assez intéressantes dans le sens où quand j'ai travaillé chez Braille Nico, le premier cadeau que je me suis fait, je peux dire ça comme ça, je m'étais acheté des billets pour aller au show de Peter Gabriel. Oh. J'étais venu en 2002 au Colisée. Puis là, je voulais y aller avec quelqu'un, mais je trouvais personne qui pouvait ou qui voulait venir avec moi. Et à un moment donné, je me suis dit, là, tu as deux choix, Lynn, ou bien tu y vas tout seul, ou bien tu y vas pas. Mm. J'ai dit, ça n'a pas de sens que j'aille payer un billet pour pas y aller puis le regretter. Effectivement. Fait que finalement, j'étais un peu stressée, mais je l'ai fait pareil. J'étais allée toute seule. OK. Ça a été quand là, même... quand je suis arrivée là, oh oui, quand je suis arrivée là, là, dehors, on m'a demandé, là, là, t'as deux billets, veux-tu vendre le billet à quelqu'un d'autre pour avoir quelqu'un d'autre à côté de toi? Puis là, j'hésitais, parce que je me disais, ça peut aussi bien être le fun comme que je peux pogner quelqu'un de bien tannant, puis ouais, on sait pas que je regrette mon show parce que quelqu'un qui sait plus ou moins se comporter puis qui va me gâcher l'expérience. Mais ça a bien été. Puis à la fin, quand tu es parti de là, il y avait des gens dans ma rangée qui m'ont aidé. Puis là, c'était drôle parce que c'était un petit couple qui retournait chez eux, mais on s'en allait pas dans la même direction. Fait que là, je leur avais demandé, ils m'ont demandé où c'est que j'habitais. Je leur ai dit, moi, j'habite à Sainte-Foy. Ils ont dit, ben là, ça marche pas. Nous autres, on s'en va à Beauport, puis on a déjà la gardienne qui attend à la maison, fait qu'on peut pas aller te reconduire. Je dis, regarde, c'est pas nécessaire. La seule chose que j'aimerais, c'est que vous me laissiez au coin, là, la première puis de la 18e, où il y avait un métrobus qui passait. Moi, ça me posait pas de problème. On est arrivé au dépanneur, puis il y avait déjà un autobus qui était là. Fait que je l'ai pris, je me suis rendue jusqu'à l'université, puis rendu là, j'ai fait un petit stop, puis après ça, j'ai pris un taxi pour me retourner chez nous. Le trois quarts du chemin était fait. Ça que t'as passé quand même J'étais bien fière d'avoir fait. Je m'en ai pas trop vanté au début parce que je me disais, ça, il y a du monde qui font capoter. Mais j'étais bien contente de l'avoir fait. C'est ça, parce que tu as passé quand même une belle soirée, puis tu t'es pas empêché d'y aller parce que tu n'avais personne, puis... Je m'en serais voulu, là, d'avoir cédé à ma petite anxiété, puis à ma semi-panique, puis de dire, regarde, non. Je dis, regarde, si tu été capable de faire cette île
cette île d'Orval ou cette île Québec, tu dois bien être capable de te rendre au Colisée puis revenir chez vous après. Ben, en tout cas, ça donne le goût des fois d'essayer de, tu sais, des défis, tu sais, qui sont à notre hauteur, puis qu'on se dit, bon, gars, tant qu'à pas y aller puis qu'à le regretter, on va risquer un peu, là, puis... J'aurais eu un doute tout le long, là. Je me serais dit pourquoi je me serais questionné tout le temps à savoir j'ai-tu bien fait ou pas, là. Puis, je remarque que des fois, ça m'est arrivé d'avoir des choses que je me disais, genre au Festival d'été, celui-là, je dirais bien au cas, parce que des fois, nous autres, il fallait réserver nos places d'avance, puis des fois, je me disais, je n'ai pas réservé ma place, je prends-tu une chance d'essayer de rentrer pareil, ou bien si je laisse faire, mais des fois, je préférais laisser faire, parce que des fois, c'était comme trop compliqué. C'est ça, mais là... Tu ne rentres pas, t'es pas venu t'en retourner. Ça dépend toujours du contexte, là, puis comment c'est facile ou non de revirer de bord puis de t'en retourner. Là. C'est ça. Mais là, c'était un billet que tu avais acheté, en plus, avec des revenus. C'est ça. Je me dis, là, Caroline, ça serait dommage de gaspiller ça. Là. Effectivement. Ben, ça, non, c'est ça. Ça prouve que faut foncer dans la vie. Hein? Ah oui, puis des fois, je dis pas que j'essayerais nécessairement tout. Des fois, il faut voir si on se sent capable. Là. Des fois, c'est pas mieux si tu essayes de quoi, puis là, tu es en panique, puis tu es complètement perdu, déstabilisé, mais si tu sens que tu as juste un petit doute, mais que tu penses que tu es capable de le faire, moi, je pense que ça vaut la peine d'essayer. Faut suivre notre feeling. C'est comme... Moi, c'est comme ça, je vois ça. Là. Ben, c'est une très belle façon de le voir. Et puis, chacun peut dire, chacun peut mettre un peu comme la limite sur les choses qu'il veut essayer, puis à quel point il se sent à l'aise. Mais moi, je pense que c'est une très belle façon de le percevoir. Et je pense qu'il ne faut pas non plus embarquer trop dans les comparaisons, parce que souvent, les gens nous comparent entre non-voyants, puis je connais un tel, il est capable de faire ceci, je connais une telle qui est capable de faire cela. Moi, si j'avais un message à lancer, c'est qu'on est toutes des personnes différentes, avec des capacités différentes, avec des intérêts différents. Pas vrai qu'on est tous des accordeurs de piano. Qu'il y en a de moins en moins, c'est pas vrai qu'on est tous des bons lecteurs de braille, qu'on est tous bons dans la popote, dans je ne sais quoi d'autre, ou dans le tricot, ou dans... Moi, je suis zéro manuel, fait que je partage un peu ton talent limité, disons ça comme ça, pour faire à manger. Là. C'est un peu mon... c'est ça. Je crois que j'ai des trucs aussi, là, puis... je donc, sais. à l'épicerie... font des bons plats maison, là. C'est oui. Quand même, c'est plus ce que c'est. On n'est plus à l'époque des dîners Swanson. C'est à peu près juste ça qu'il y avait, là. Oh non. Puis c'est ça, je sais, moi aussi. C'est épouvantable. Il y en a qui sont très bons. C'était épouvantable. Ben. Ouais. C'était ordinaire. Le gâteau qui levait pas à moitié, là, mon Dieu, c'était épouvantable. Mais tu sais, dans les voyants, il y a plein de gens avec des aptitudes diverses aussi. Là. C'est même pas parce qu'ils voient qu'ils sont capables de tout faire. On n'est pas différents des autres. On n'est pas différents des autres. Là. On a chacun notre couleur, notre personnalité. On n'est pas fait tous sur le même moule. Effectivement. Ben, c'est des très beaux messages qu'on a passés, Lynn. Je suis bien content qu'on se soit parlé aujourd'hui. Et puis, en espérant que ça donne justement le goût aux gens de faire attention. Moi, c'est ça que je retiens, de faire attention à eux, d'être capable de mettre leurs limites, puis de foncer dans la mesure de votre possible. Hein. C'est à vous de décider, dans le fond, les défis que vous avez le goût de vous lancer. Puis, pour les voyants qui nous écoutent, c'est ça. Hein, chaque personne non-voyante est différente, a ses
ses intérêts, ses capacités, puis c'est pas parce que on voit pas que on est capable de tout faire les mêmes choses ou de pas faire les mêmes, de pas être capable de faire les mêmes choses. Je pense que venez nous le demander sans prétendre que, et on va... Ben, c'est ça. D'ailleurs, c'est là que je m'en allais un petit peu, parce que quand on avait notre dépliant du bureau d'accueil à l'Université Laval, j'avais lu un beau petit paragraphe que j'avais adoré, que je pense que ça vaut la peine d'enseigner à nos amis voyants. Le concept est simple. Si on connaît les lettres D, E et F, c'est le secret. OK. D pour demander, E pour écouter, F pour faire. Demander à la personne non-voyante si elle a besoin d'aide et si oui, comment l'aider. Écouter ce qu'elle vous dit et ensuite le faire. Wow. Ce que j'aurais à dire à nos amis non-voyants aussi, quand les gens nous offrent de l'aide, qu'on n'en a pas nécessairement besoin, l'idée, c'est de remercier les personnes parce que ça aurait pu arriver qu'on soit vraiment mal pris. Parce que si on est bête avec ces gens-là qui essayent de nous aider parce qu'ils ne savent pas si on a besoin d'aide ou pas, ben, ce qui arrive, c'est que la fois où tu auras besoin d'aide ou que quelqu'un d'autre de non-voyant aura besoin d'aide, ils vont se dire, ben là, je me suis fait revirer, je vais passer tout droit, là, parce que dans le fond, ça me tente pas, là, tu sais. Ils sont capables de se débrouiller, moi, ils laissent faire. Ça. Encore une fois, on va passer dans la même catégorie que la personne qui a été bête, alors que nous, on n'est peut-être pas bête puis qu'on avait besoin d'aide en plus cette fois-là. Fait que c'est ça, dans le fond, moi, ce que je dis toujours, c'est non, merci, c'est gentil d'y avoir pensé, par exemple, ça aurait pu arriver. C'est ça, exactement. Je pense que les gens sont contents, ils voient que, bon, on n'a pas besoin d'aide. Par contre, on apprécie le fait que les gens s'en informent. Je pense que ça donne des meilleures relations aussi. Je veux dire, on vit en société, puis il ne faut pas s'attendre, malheureusement, à ce que nous autres, on a un handicap, mais ça ne veut pas dire que tout le monde sait comment on fonctionne, puis comprend les enjeux liés à ça. Tu sais, souvent, les voyants, quand on arrive à une intersection, c'est automatique qu'on veut traverser une rue. On dirait que dans leur tête, tourner le coin, ça se peut pas. Là. Et ça m'est arrivé souvent de me faire offrir de l'aide par des gens qui, justement, voulaient m'aider, mais ne savaient pas comment, et me disaient, je n'ai jamais été en contact avec d'autres non-voyants. Donc, ça se peut fortement bien que ces gens-là aient le goût de nous aider, mais qu'ils ne savent pas vraiment comment. Ils sont juste maladroits, puis c'est pas de la mauvaise volonté. Il faut juste être patient, puis essayer de bien leur expliquer. Mais eux, de leur côté, il faut qu'ils écoutent aussi. Là, des fois, il ne faut pas présumer. Des fois, les gens ils ont une petite tendance à penser à notre place. Ça, j'ai de la misère un peu avec ça. Oui, mais comme tu disais aussi, hein, c'est la communication, ça va dans les deux sens, puis faut savoir exprimer nos besoins, faut que l'autre personne nous écoute, puis quand on a déjà ces éléments-là, ben ça a plus de chances de fonctionner. En effet. Bien, un gros merci, Lynn. Ben, ça m'a fait un grand plaisir, puis si ça peut encourager d'autres personnes, puis, j'en profiterai pour saluer aussi les autres personnes, premièrement le public qui écoute les podcasts, puis j'aimerais ça aussi saluer les autres personnes dont j'ai écouté les entrevues, que j'ai trouvé très intéressantes. Ça m'a permis de réentendre des gens que je connaissais et que j'avais comme perdu de vue. C'est super intéressant. Ben, c'est instructif. On apprend des côtés des parcours de gens qu'on connaît, mais
des côtés d'eux qu'on connaissait moins. Des fois des passions, des tranches de vie. C'est intéressant. Et c'est à ça que ça sert, et tant mieux si, si c'est comme ça que tu l'as perçu et que sûrement d'autres personnes aussi le perçoivent. Je te dirais que je vérifie à tous les vendredis, savoir c'est qui les nouvelles personnes, les nouvelles entrevues qui rentrent. Et oui, tous les vendredis, c'est le journée de la nouveauté. Je vais attendre, voir ça va être qui cette semaine. Dis-moi là pas, je veux la surprise. Ben, bonne surprise! En tout cas, merci beaucoup, Martin. Puis si jamais tu as besoin, là, on peut toujours se reparler. Là. Ben, c'est pas de problème avec ça. C'est merveilleux et c'est très gentil par la même occasion. Bon, ben, je te souhaite une bonne soirée, puis bonne soirée à tout le monde. Beau bonjour à tout le monde. Merci. C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saint-Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!